Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Alors on termine cette semaine d'À table avec Annabelle et on termine avec, on a une invitée aujourd'hui qui est psychologue et on va pouvoir parler de façon intelligente, de sujets intelligents, mais je crois que ça va beaucoup nous aider, amener beaucoup de lumière et aussi poser des mots sur certaines choses que peut-être vous vivez ou que d'autres gens dans votre entourage vivent, peuvent vivre aussi, et on veut être des solutions, on veut être des aides. Et malheureusement, quelquefois, parce qu'on n'est pas bien outillé, on n'est pas bien armé, eh bien, on ne sait pas ce qu'on a, mais on ne sait pas aussi ce que l'autre personne à côté de nous a, comme pourquoi elle souffre. Et quelquefois, même dans nos milieux chrétiens, particulièrement, même je dirais dans nos milieux chrétiens, on peut être dur et on peut avoir des solutions très rapides. Et du coup, des gens peuvent se sentir un petit peu malmenés ou pas compris, pas entendus, alors que nous devrions être les premiers à pouvoir témoigner de l'amour. Et témoigner de l'amour, c'est aussi quelquefois s'informer, avoir plus de connaissances sur certains sujets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler notamment de dépression et d'anxiété, à savoir ce que c'est et comment, c'est quoi les symptômes, etc. Donc, on va en parler avec Frédéric qui est avec nous aujourd'hui. Et j'aimerais aussi remercier toute la famille, encore une fois, des partenaires. Et je vous avais dit vendredi, c'est la journée des témoignages. Et nous avons Juliette qui nous a envoyé un témoignage. Elle est partenaire avec son mari depuis 8 ans, me semble-t-il. Et Juliette et son mari, non, c'est pas depuis 8 ans. Ils ont attendu un enfant pendant 8 ans, mais ils sont partenaires de MCI tous les deux. Et après 8 ans d'attente, ils ont reçu ce miracle d'une grossesse surnaturelle après une nuit de prière, dont j'imagine une nuit de la percée. Et ils nous témoignent comment aussi la chaîne de MCI a été pour eux un encouragement, une bénédiction. Alors on se réjouit pour toi, Juliette, avec ton mari, que cet enfant soit béni, que votre famille soit bénie et que ce soit le début, peut-être d'une plus grande famille, si c'est ce que votre cœur désire. Merci à tous les partenaires, encore une fois, parce que c'est grâce à vous qu'on peut vivre ces choses-là et qu'on peut entendre ce genre de témoignages. On aime voir ce que Dieu fait. Et surtout, ces témoignages-là de bébés, c'est toujours des très beaux témoignages. Des très beaux témoignages. Donc les filles, aujourd'hui, on a la joie de recevoir Frédéric. Bonjour Frédéric. Enchantée. Qui est docteur en psychologie. On a eu des gens intelligents cette semaine. Franchement, on ne prendra pas personnel. C'est un peu imposteur, là. C'est réglé, ça, Sandra. Docteur en psychologie, on a eu Rachel en début de semaine, d'ailleurs, que tu connaissais. Rachel Baroni, et qui, elle, consultante pour le plaisir, consultante en communication organisationnelle. Et elle nous a dit pendant la semaine, moi, je ne suis pas psychologue, donc il y a certaines choses, je ne me permettrais pas d'aller là. Mais toi, tu es psychologue. Absolument. Tu peux y aller. Oui. Donc, tu peux aller docteur en psychologie, ça claque quand même. Franchement. Et tu es, en tout cas, spécialisée, je ne sais pas, mais tu travailles beaucoup avec des personnes qui ont des troubles de la personnalité. Oui, beaucoup. Beaucoup. Je travaille avec toutes sortes de diagnostics, mais beaucoup des troubles de personnalité, en effet. Ok, d'accord. Ça doit être assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais. Mais tant mieux, il faut aimer, je pense, parce que tu as toujours voulu être psychologue? Non, pas toujours. Ok. Non, quand j'étais plus... Le milieu de la santé m'a toujours intéressée. Mais c'est suite à des cours de psychologie, d'introduction, au cégep, c'était obligatoire, que j'ai décidé que je voulais m'en aller dans ce domaine-là. Oh, wow. Oui. Donc jeune quand même. Oui, quand même. Hein. Oui. Oui, tu as fait un parcours en ligne droite, quoi, pour arriver. Oui, c'est ça, hein? Quand même. Et mes patients me le disent souvent, mais j'ai l'air plus jeune que ce que je suis. C'est un atout en général dans la vie. Oui. Donc, on va parler. Est-ce que tu veux qu'on continue de parler de ton âge ou tu veux non, qu'on ça va aller. On va parler de la dépression parce que ça c'est un mot quelquefois qui fait un petit peu peur. Dépression, qu'est-ce que c'est et tout. Donc, alors je sais pas si tu vas nous aider à relativiser ou si ça va juste nous faire peur. C'est quoi la dépression déjà? Et puis ensemble aussi on va pouvoir avoir des pistes pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Et je disais, dans nos milieux chrétiens, le mot, par exemple, dépression, ça a été, je trouve, longtemps un mot qui était un petit peu un mot tabou. Tu vois. On trouvait tout... il passe par une saison difficile. Et, mais en fait, c'était une dépression, si on dit ce qui est. Mais c'est quoi, en fait, Frédéric, une dépression? La dépression, je peux y aller avec les critères diagnostiques qui sont reconnus par la science, par les recherches. Premièrement, ce qu'on reconnaît tous, c'est une humeur dépressive.
commencer. Une tristesse qui est assez importante, qu'on va voir chez quelqu'un. On va voir une perte d'intérêt qui est générale. Donc, un peu dans toutes les sphères de vie, la personne va perdre l'intérêt, ses loisirs, son emploi, sa famille, peut-être même l'Église. C'est comme s'il y a une perte d'intérêt. La personne n'est plus intéressée. Il n'y a plus rien qui va chercher cette joie-là à l'intérieur d'elle. Son intérêt, le plaisir, ça n'existe plus vraiment dans son quotidien. C'est vraiment difficile à aller chercher. On va voir aussi des changements au niveau du poids, de l'appétit. L'exemple que je donne souvent, c'est ça se peut que si je suis triste, j'ai le goût de manger le pot de crème glacée au complet ou au contraire, j'ai pas faim du tout. J'ai pas envie de manger, il y a rien qui me tente. Limite, peut-être ça me lève le cœur de penser à de la nourriture. On va voir des changements au niveau du sommeil aussi. Quelqu'un qui avait un sommeil stable, qui dort plus ou qui dort tout le temps. Donc, les deux extrêmes, on peut les voir. Quelqu'un qui va être peut-être très agité ou au contraire très ralenti. On va voir les gens qui sont fatigués, qui n'ont plus d'énergie. Puis on va peut-être en parler plus tard de comment c'est perçu par l'entourage aussi. Cette perte d'énergie-là, cette fatigue que les gens ne comprennent pas nécessairement dans l'entourage. Il y a un sentiment de culpabilité et d'échec. Ces gens-là, ils se sentent coupables parce qu'ils ne sont plus capables de faire ce qu'ils faisaient auparavant. Ils sentent que c'est un échec. Des fois, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ils ressentent une honte aussi. Ils ont l'impression que les gens, peut-être les jugent, ne comprennent pas. Ils ont peur de ce regard-là de la part des gens autour d'eux. Ils vont avoir la difficulté à se concentrer, prendre des décisions, un peu comme un flou mental qu'ils peuvent voir. Puis ça peut venir avec des idées noires, des idées suicidaires, un certain désespoir que la personne ne sait pas ça va être quoi la suite, ça va être quoi mon futur. C'est difficile tu sais, on disait prendre des décisions, c'est difficile de se projeter dans l'avenir aussi quand on a une dépression. Puis moi, ce que j'observe aussi souvent, c'est des douleurs dans le corps. Moi, je dis souvent, le corps parle. Le corps parle des fois plus fort. Puis quand on n'écoute pas ce qui se passe dans notre tête, nos pensées, nos émotions, souvent, ça va se manifester à travers le corps. Fait que je dirais ça, c'est les manifestations principales de la dépression, puis à quoi on peut s'attendre en tant que symptôme. Parce que tu sais, quelquefois, quand on va parler d'une personne en dépression, on va s'imaginer quelqu'un qui pleure à longueur de journée et puis qui est vraiment ultra triste, qui voit il pleut, tout est en noir et blanc, etc. Mais tu peux vivre une dépression et pourtant continuer plus ou moins à fonctionner. C'est juste que ça peut être plus lourd ou... Je pense que oui. Puis je pense que ça dépend du niveau de la dépression aussi que la personne a. Il y a des dépressions de différents légers, modérés, sévères. Puis, oui, on s'imagine une personne qui pleure. Par contre, moi, j'aime bien dire, c'est pas parce qu'on pleure qu'on est triste. On peut pleurer pour toutes sortes de raisons dans la vie. Puis oui, on a cette image-là, mais il y a des gens qui sont tristes qui pleureront jamais non plus. Il y a des gens qui vont mettre un masque pour pas montrer à leur entourage que ça va pas. Ils veulent maintenir la face. Et comme on disait tantôt, ils se sentent coupables, ils ont honte souvent. Donc, le plus, ils vont essayer de mettre en place souvent un masque pour pas que ça paraisse, mais ça prend énormément d'énergie pour faire ça. Puis des fois, à un moment donné, ils sont plus capables de maintenir ce masque-là puis ce mur-là pour pas que ça paraisse devant eux. Et quand est-ce qu'on peut se dire je vais aller consulter, j'ai besoin d'aide? C'est une excellente question. Je pense qu'il y a plusieurs signes auxquels regarder de quand est-ce qu'il faudrait que j'aille consulter. Je pense, premièrement, ce qui est le plus frappant, c'est si j'ai des idées noires. Si je suis désespérée, si je sais plus, je me projette plus dans l'avenir. Pour moi, c'est un gros signal que c'est le temps d'aller consulter, c'est le temps d'en parler à quelqu'un autour de moi. Il y a des ressources, il y a des lignes de crise qui existent, oui, au Québec, mais même partout en francophonie, c'est des choses qui existent, qu'on peut parler à quelqu'un. Puis moi, je dis tout le temps, attendons pas d'être en crise pour aller consulter. Allons consulter avant puis on perd rien. À aller consulter un thérapeute, un psychologue, même un travailleur social qu'on peut aller rencontrer. On perd rien à aller rencontrer quelqu'un. Quand tu dis des idées noires, parce que, tu sais, les idées noires, ça peut être assez variable. Qu'est-ce que, toi, quand un signal, là, tu dis, il faut vraiment que la personne bouge. Là, parce que des idées noires, ça se peut que j'ai plus le goût d'aller travailler, justement, je me projette pas, mais ça peut être plus... Je dis idées noires, ça vient avec un certain désespoir, ça vient avec... quelqu'un, par exemple, qui est en auto puis qui se dit « il me semble que ce serait plus facile si je faisais juste dériver dans le fossé. Moi, je l'entends, ça, sur une base régulière. Pour moi, ça, c'est un signal il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ou parce que quelqu'un qui a des idées noires, qui a des idées suicidaires,
Il veut pas mourir. Mhm. Il veut arrêter de souffrir. Exact. Puis cette différence-là, elle est super importante, même pour les gens qui nous écoutent et tout ça, de faire la différence. La personne, elle ne veut pas mourir. Elle veut arrêter de souffrir. Puis ce qu'elle vit en ce moment, c'est beaucoup trop difficile pour elle. Elle ne sait pas comment faire face à tout ça. Donc, pour moi, c'est de ça qu'on se parle quand on se parle d'idées noires ou de dire « j'aime mes enfants, j'aime mon mari, j'aime ma famille », mais il me semble que je suis plus capable. Je suis plus capable au quotidien de maintenir ça. Puis il me semble que des fois, il me semble qu'il serait mieux si je n'étais pas là. Les gens peuvent avoir des pensées comme ça. Puis quand on se rend là, même si on n'est pas rendu à agir sur ces pensées-là, c'est mieux de les attraper maintenant parce que ces pensées-là, elles peuvent glisser. Puis on ne veut pas que la personne passe à l'acte à ce niveau-là. Donc, c'est bien si on côtoie quelqu'un qui peut avoir ce genre de symptômes, de pouvoir aussi nous-mêmes l'encourager à aller consulter. Parce que, comme tu as dit, en fait, il n'y a rien à perdre. Mais j'ai l'impression que quand on encourage quelqu'un à aller consulter, c'est comme c'est toi qui le pousse dans la dépression. Ça peut le brusquer, ouais. Ben non, mais de faire quelquefois... Tu as l'impression que c'est un petit symptôme et que toi, en disant à la personne, bah, peut-être va chercher de l'aide, va consulter, c'est comme si tu aggravais sa situation, tu vois. Et qu'on a plutôt tendance, on peut avoir tendance en certains cas à minimiser pour dire oh, ça va aller. Et puis de dire si je te dis d'aller consulter, là, ça veut dire que tu es déjà au bord du précipice. Mais au final, ça peut éviter justement d'aller plus loin. Puis aussi, au pire, il n'y a pas d'état dépressif, il n'y a pas rien. Et que c'est juste une petite mauvaise passe, un manque d'énergie ou je ne sais pas quoi. On pourra au moins se faire prescrire une prise de sang. Ce sera déjà ça. Mais je pense que c'est quelquefois, en tant qu'entourage, on peut être un peu lent aussi à donner ce conseil-là et à vouloir dire, bon, aller consulter quand même. Là, il faut vraiment être... je vais le dire, c'est pas pour choquer quelqu'un, mais faut pas attendre aller consulter un psychologue, ça veut pas dire qu'on est fou. Absolument Non, pas. Absolument. Au contraire, c'est parce qu'on est sage. Et même aussi dans les mythes chrétiens, c'est par rapport à la médication aussi. Si mettons que je sais qu'un psychologue ne peut pas prescrire une médication, mais par exemple, on peut référer à un médecin qui va donner un coup de pouce. Mais ça aussi, c'est tout un tabou dans nos milieux. C'est comme si je suis diabétique, je comprends que je peux prendre de l'insuline, mais quand on arrive au niveau de la dépression, ben ça, c'est comme un bien. Moi, prendre une médication pour ça. Je sais pas si tu peux nous éclairer un peu puis déculpabiliser des gens que des fois, c'est le cerveau qui a besoin d'aide. Là. Absolument. Puis en fait, la dépression, contrairement à d'autres troubles de santé mentale, est très, très, très biologique. Biologique dans le cerveau, il y a un manque de certains neurotransmetteurs, de certaines hormones. Puis la médication, ça donne pas une longueur d'avance à ces gens-là. Ça fait juste les remettre au même palier que vous et moi, on est. Au niveau de leurs hormones, de leurs neurotransmetteurs, pour qu'ils puissent retrouver un certain fonctionnement cérébral, neurologique. Donc, ça ne donne pas une longueur d'avance à personne, puis c'est pour les remettre au même niveau que vous et moi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'en effet, la médication, pour moi, il n'y a pas de tabou à y avoir à ce niveau-là. Puis des fois, on passe par une période difficile. Puis ça ne veut pas dire que si je prends la médication maintenant, je vais la prendre toute ma vie. Il y a ça que les gens qui ont peur. Il y a des personnes que oui. Mais c'est pas tout le monde que ça va être le cas. Ouais. Et de ce que tu as vu, de ton expérience, c'est quoi les causes les plus fréquentes qui amènent à la dépression? C'est très large. Parce que ça peut dépendre de chaque personne. Entre autres, on a tous des capacités psychologiques différentes. On fait face aux événements de la vie d'une manière qui est différente. Puis je dirais souvent, la dépression, ça va venir après une accumulation de stresseurs. Peut-être j'ai eu un deuil dans ma famille, j'ai eu une catastrophe financière, ça peut être une faillite. Peut-être que j'ai fait une mauvaise décision. Ma maison a peut-être passé au feu, l'assurance ne veut pas payer. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec un de mes enfants ou quelqu'un dans ma famille. Puis ça crée beaucoup de stress où j'ai un parent qui est vieillissant que je dois beaucoup prendre soin, exactement. Et ça met beaucoup de stress, beaucoup de pression sur une personne. Donc, je dirais ça peut mener à une dépression quand ça dure pendant un certain temps, puis ça dépasse les capacités que la personne peut avoir à faire face aux événements de la vie. Puis je dirais, il y a certaines personnes aussi on se parlait que c'est très biologique, la dépression. Il y en a qui ont des vulnérabilités biologiques aussi à la dépression. Ce qu'on voit beaucoup, moi, je fais un historique souvent familial quand je vois quand je vois des symptômes de dépression, voir s'il y en a dans la famille, parce que c'est quelque chose qu'on observe beaucoup.
si on a eu des parents, des grands-parents, frères, sœurs qui ont été dépressifs, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose au niveau biologique qui court dans la famille. Ça ne veut pas dire que parce que tes parents ont été dépressifs, qu'automatiquement, toi, tu vas être dépressif. Mais c'est quelque chose qu'on voit plus souvent. Puis les stresseurs peuvent venir augmenter la vulnérabilité biologique que la personne a à la dépression. Puis je trouve que c'est intéressant de se dire ça parce que ça enlève une culpabilité sur les gens qui disent « c'est de ma faute ». Si je suis dépressif. Alors qu'on se dit, ouais, mais il y a quelque chose dans ma biologie, c'est pas moi qui ai décidé d'être dépressif. Il y a quelque chose dans ma biologie, dans les stresseurs, qui est plus grand que moi, qui est plus fort que ce que, en ce moment, peut-être je suis capable à faire face. Puis là, mon corps m'envoie un message à travers la dépression, que ça va pas. Intéressant. Je me suis toujours demandé pourquoi la dépression, c'est un mot qu'on trouve, qui est souvent autant négatif. Je veux dire, on peut souffrir de toutes sortes de maladies, mais on dirait que quand on parle de dépression, on a plus honte, ou même dans l'entourage, on va plus minimiser ce trouble-là. Et comment est-ce que justement on peut aider les personnes qui sont dans la dépression? Comment est-ce qu'on peut les accompagner pour enlever cette culpabilité? Tu disais justement, on va dire que c'est de ma faute, alors que quand tu tombes malade, c'est pas forcément ma faute, mais des fois oui aussi. Donc pourquoi est-ce que c'est autant négatif? Puis comment est-ce qu'au contraire, on peut aider les gens à le verbaliser et finalement à aller consulter sans avoir honte? Ben, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, je pense que c'est pas bien compris. Puis on s'est parlé tantôt, il y a beaucoup de préjugés puis de tabous. Je pense, on se parle du milieu chrétien, mais je veux dire, même dans la société en général. C'est quelque chose qui est tabou, que les gens... Le milieu performant, c'est difficile. Les gens comprennent pas c'est quoi. Je pense que les gens se sentent aussi impuissants. Souvent face à ça, savent pas comment aider les gens, comment réagir, qu'est-ce que je devrais dire, pas dire face à quelqu'un qui est dépressif. Puis en lien avec ça, je dirais, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Je dirais d'être là. D'être là avec la personne, puis de ne pas adopter cette attitude, ben OK, let's go. Des fois, de vouloir le secouer, aller... de dire, prends-toi en main. Puis autant qu'on veut amener la personne à peut-être se réactiver dans certaines choses, mais on veut que la personne, elle se sente écoutée, elle se sente validée. Pas dans une acceptation nécessairement inconditionnelle que, bon, reste couché sur ton sofa puis fais rien, mais de dire, mais je vais t'accompagner. Veux-tu, on va peut-être aller prendre une marche aujourd'hui. On va aller faire le tour du bloc. On va faire 3 minutes de corde à sauter. On va faire quelque chose comme ça. Puis la personne, parce que les gens s'isolent beaucoup dans la dépression, vont rester chez eux, vont moins sortir. Puis de dire, ben, je vais venir avec toi. On va sortir une fois par semaine, aller faire un tour du bloc. Moi, je dis souvent aux gens, c'est quoi le plus petit pas que tu peux faire aujourd'hui, mais qui va t'amener dans une direction dans laquelle tu veux aller, dans laquelle ça va aller mieux. Puis pour toi, à quoi ça va ressembler aller mieux? Puis je pense d'avoir cette attitude-là avec les gens, de dire, ben, on veut les aider peut-être à avoir des bonnes habitudes de vie, donc de bien manger. Entre autres, il y a des études qui démontrent que l'alimentation a un lien avec la santé mentale, avec la dépression aussi. Je disais, des études, c'est super intéressant. Puis dans notre intestin, je pense, le microbiote, c'est très à la mode ces temps-ci d'en parler. C'est appelé le deuxième cerveau. Ça donne une idée à quel point ça a un impact, ce qu'on mange, sur notre santé mentale. C'est à travers ce qu'on mange qu'on produit les neurotransmetteurs, qu'on produit les hormones. Et donc, d'avoir ces bonnes habitudes de vie-là. Donne-nous quelques aliments. Oui. Le chocolat. Ben, c'était intéressant. Je lisais, il y avait 3 sortes d'aliments que ça nous recommandait ou pas de prendre. Ça parlait des aliments riches en tryptophane. Donc, je sais qu'il y a entre autres ça dans le poulet, dans la dinde. Puis ça l'aide entre autres au niveau du sommeil. Puis ça l'aide la production de la sérotonine, qu'on appelle l'hormone du bonheur, puis de la mélatonine qui aide au sommeil. Et donc, quand on mange des aliments avec du tryptophane dedans, ça nous aide à produire ces neurotransmetteurs et hormones-là. Il y avait aussi les oméga-3. Donc, les oméga-3 qu'on retrouve dans plusieurs aliments, qui, je disais, une étude, ça a un impact sur la mémoire, sur les fonctions cognitives, puis ça a un impact direct sur la dépression. Quelqu'un qui aurait une dépression, qui mangerait des oméga-3, et les études ont démontré que ça avait un impact direct sur la diminution des symptômes. Donc, sans dire que ça va tout guérir à travers les oméga-3, c'est pas ça qu'on est en train de Ça veut pas dire de prendre plein de suppléments non plus. Non, notre corps peut juste en absorber un maximum. Mais c'est des choses qui aident. Puis finalement, tout ce qui est fast-food, aliments très transformés avec un très haut indice glycémique, bien là, au contraire, ça a un lien direct sur l'apparition de symptômes de dépression.
Donc, on ne veut pas être très rigide, on ne veut pas développer un trouble alimentaire non plus avec la nutrition, l'alimentation. Mais je pense que c'est à garder en tête que bien s'alimenter, c'est quelque chose qui est important, qui a un impact. En plus, on a un sentiment de fierté, de dire, hey, mais je fais quelque chose pour moi, pour aller mieux. Puis je dirais faire de l'exercice physique un petit peu. Oui. Puis tu sais, je dis exercice physique, moi je dis aux gens, aller faire un tour du bloc. On n'est pas dans aller courir un marathon. Non. Vraiment pas. C'est quoi le plus petit pas? Je peux faire 5 jumping jacks aujourd'hui. Puis pour aujourd'hui, ça va être ça, puis ça va être bien, puis ça va être un accomplissement aussi. Puis on réactive le système neurologique quand on fait ça. Aussi. Oui, exactement. Ça a du bien. Oui. Mais aussi les dépressions saisonnières. Tu vois, des fois, tu te dis, il y a une saison, tu n'as pas de drame, tu vis pas quelque chose, mais tu as cette espèce de déprime-là. Tu veux nous parler un peu plus des dépressions saisonnières? Ça existe vraiment, c'est pas... Oui, c'est ça. C'est pas... Quand tu vois l'hiver au Québec, tu arrives à quoi déprimer? Il y a un manque de lumière, en effet, quand l'automne arrive. Puis là, le printemps revient, on sent... Moi, je dis souvent, je me sens revivre de l'intérieur quand le printemps arrive. Je pense qu'on est tous comme ça. On est plus joyeux. Oui. On a plus envie de sourire, de sortir, de voir des gens, d'être actifs quand il fait beau et qu'il y a du soleil. Oui, puis on voit la nature se réveiller aussi après l'hiver. Ça nous fait plaisir. Puis il y a un manque de lumière aussi pendant l'hiver qui est... Moi, c'est pas ma spécialité nécessairement, la dépression saisonnière, mais le manque de lumière a un impact. C'est prouvé scientifiquement. Les recherches disent qu'on devrait aller prendre une marche le matin pour réveiller notre corps, puis réguler nos rythmes circadiens aussi avec le soleil. C'est ça, d'ouvrir la fenêtre et de juste regarder la lumière le matin quand on se réveille. Il paraît que c'est très bon aussi pour démarrer la journée du bon pied. Et les trucs de lumière aussi, se mettre sous des lampes, là, comme ça marche ou ça marche pas? C'est pas la même. Il n'y a pas de... c'était pas sa des lumières qui spécialité. activent la vitamine D, les bonnes... Il y a plusieurs gens Tu comprends, on a juste envie de soleil, nous. La luminothérapie! Mais c'est pas n'importe quelle lampe, du coup. Non, on veut juste du soleil, c'était juste ça. Oui, c'est ça. Faut pas prendre notre lampe de chambre puis penser que c'est de la luminothérapie. Ouvre la fenêtre, mets-toi devant la lumière, c'est mieux que ta lampe de chevet. Mais je veux juste revenir sur l'alimentation. Comment tu dis, ça fait pas tout non plus, mais si ça peut faire la différence, je trouve que c'est un bon point de départ parce que quelquefois on va chercher des choses compliquées et tu sais, ça fait un peu penser à une autre de tes histoires préférées. Laquelle? Naaman. Oh oui, Naaman, oui. C'est un de mes textes préférés de la Bible. Quand il allait, Élisée lui a dit d'aller se plonger dans le Jourdain, et puis qu'il trouvait ça nul, en fait. Et de se dire, mais c'est complètement nul, franchement, de moi. Et quand le serviteur lui dit, mais si tu n'avais pas demandé de faire quelque chose de compliqué, est-ce que tu l'aurais pas fait? Si, volontiers. Et qu'à la fois, face à nos propres mots, à nos propres épreuves, il y a des choses comme la nourriture, le sommeil, l'exercice physique, on a beau le dire, le répéter, mais c'est la dernière chose sur lesquelles on va travailler, et puis on va aller voir des spécialistes, on va dépenser de l'argent, on va s'inquiéter, on va en parler, on va faire des recherches sur Internet à n'en plus finir, et quelquefois dans cette sagesse et ce bon sens, en fait, c'est plutôt que de faire des recherches toute la nuit sur ton mal, dors, et ça va mieux aller, et de pas chercher forcément toujours les choses compliquées. Ça veut pas dire, je diminue pas du tout l'aspect médical et d'aller consulter un professionnel, mais c'est aussi d'utiliser ce bon sens que les professionnels utilisent et mettent tout le temps de l'avant. Frédéric vient, docteur en psychologie, elle nous le redit, l'exercice physique, une alimentation saine et un bon sommeil. Il y avait le docteur qui était venu sur la table aussi, elle nous a dit la même chose et tous les professionnels de la santé redisent la même chose. Donc je me dis, à un moment donné, il faut qu'on l'entende et plutôt que de chercher des méthodes miracles et compliquées, etc., juste revenir à quelque chose de simple, comme Dieu nous a créés, et sans tomber non plus dans des pratiques extrêmes et mystiques et tout ça, mais de se dire c'est Dieu qui a créé le soleil, et que du coup que de prendre le soleil, d'ouvrir sa fenêtre, c'est pas bizarre, c'est pas New Age, on n'est pas en train de faire des incantations au soleil, on profite de la création que Dieu nous a donnée, et le corps qu'il nous a donné a été censé pouvoir vivre dans cet environnement si on l'utilisait de la bonne façon. Donc c'est bon de le rappeler, mais en même temps, c'est pas juste se le rappeler, c'est de l'accepter, de le mettre en pratique, dire qu'il y a peut-être juste besoin de manger des brocolis. Les brocolis blancs aussi. et d'aller faire dodo, voilà. Mais le sommeil, c'est une clé tellement importante. On sous-estime
beaucoup de femmes ont des difficultés. Tu sais. Surtout, ben, vous êtes très jeune, mais lorsque vous avez les changements hormonaux, quand tu arrives à la ménopause, moi, je ne le sais pas. J'ai lu là-dessus. C'est pas... Tellement jeune, Stéphanie. Oui, je dis ça comme ça, moi. Mais c'est aussi un piège quand tu dors difficilement. Ben là, ça favorise aussi un peu le trouble de l'humeur, là. Mais ça vient augmenter, en fait, parce que, je sais pas pour vous, mais moi, quand je dors mal, je suis de moins bonne humeur. Donc, c'est sûr que si on a une prédisposition, ça va déjà pas très bien. Si en plus je dors pas, ben là, ça va encore moins bien. C'est vrai. Oui, on rigole, mais il y a beaucoup de femmes, particulièrement avec multitâches, avec des enfants, avec tout ça, ils sont pris dans un rythme, puis ils vont négliger, ils vont tellement vouloir en faire. Et je trouve qu'il y a un bon fil conducteur avec tout ce qu'on a vu depuis lundi. Si vous n'avez pas écouté l'émission, regardez les émissions de lundi, mercredi, parce que c'est tout ça, la pression qu'on se met, le perfectionnisme, tout ce qu'on lutte. Mais des fois, ça nous prive de notre sommeil. Et là, c'est un cercle vicieux. Moins je dors, plus j'ai un trouble de l'humeur, plus moins je dors. Et là, je peux glisser vers une dépression. Oui, puis il y a un drapeau rouge. Oui, puis je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que, oui, bon, on se parle de bonnes habitudes de vie, puis si on les met pas en place, ça a certains impacts, mais en même temps, de qu'est-ce qui fait en sorte qu'on les met pas en place? Exact. Oui. Moi, c'est beaucoup, des fois, sur ça que je travaille avec les gens parce que, bon, les gens ont du gros bon sens, ils sont capables de savoir, faudrait que je bouge, faudrait que je mange bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils le font pas? Puis, Qu'est-ce qui oui. Puis souvent, je pose la question aux gens à la première rencontre quand je les vois, puis les gens n'ont aucune idée. Ils savent pas. Puis finalement, quand on finit par creuser, il y a plein de choses. C'est les attentes qu'ils ont envers eux-mêmes. Moi, je travaille beaucoup l'approche que j'ai avec comment j'ai grandi, comment ça m'a formé, comment ça l'a fait qui je suis aujourd'hui, ça l'a fait comment je réagis face aux situations qui sont devant moi. Mes parents étaient comment? Est-ce que mes parents étaient dépressifs? Si mes parents étaient dépressifs, ça se peut que j'adopte un mode de réaction qui est similaire à eux de manière totalement inconsciente. On ne choisit pas dans quel milieu on grandit et on ne choisit pas comment on réagit. En tout cas, comment on se sent face à certaines situations. Après, c'est qu'est-ce que j'en fais de ça. Mais si je me sens que je dois tout faire, par exemple, à la maison, que je me mets ces grandes attentes-là, bien là, je suis en train de me diriger vers un précipice parce que j'ai pas toutes les ressources, j'ai pas l'énergie pour faire toutes ces choses-là. Mais pourquoi je sens cette pression-là? Est-ce que c'est parce que je veux plaire à mon conjoint? Est-ce que je veux plaire à mes enfants? Est-ce que je veux avoir cette image de mère parfaite-là? Ou ça peut être dans n'importe quel contexte. Je vais être l'employée parfaite au travail et donc j'arrive avant tout le monde, je pars après tout le monde parce que je vais être appréciée de mon milieu de travail ou que j'ai peur de perdre mon emploi. Et donc, je vais en faire 4 fois plus que mon patron peut en demander ou peut s'attendre à ça de moi. Puis je pense que moi, je travaille beaucoup avec cette question-là, avec les gens. Pourquoi je suis qui je suis? Pourquoi je fais les choses que je fais? Parce qu'on ne fait pas les choses juste pour le plaisir. Les faire, il y a une raison pour laquelle on fait ces choses-là. Puis je pense que c'est pour ça qu'on se dit pourquoi consulter? Bien, c'est pour se comprendre mieux, finalement. Comprendre nos réactions, nos émotions. Pourquoi il y a des choses qui me font réagir et d'autres pas du tout. Puis ça fait reprendre un certain contrôle. Après, sur comment je vais réagir à cette situation-là. S'il y a quelque chose qui me déclenche ou qui vient me chercher, qu'est-ce que j'en fais après ça? Et comment on peut aider, un petit peu pour revenir à ce que disait Sandra, comment est-ce qu'on peut aider les gens qui sont en dépression, mais en ajoutant, sans tomber aussi dans le jugement? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, quelquefois c'est difficile à comprendre que la personne, elle est même plus d'énergie pour bouger, pour entreprendre et tout, et qu'on a envie de dire allez go go go, allez lève-toi, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et peut-être nous expliquer en fait pourquoi la personne elle peut plus, parce que quelquefois tu as l'impression qu'ils pourraient, mais c'est comme ils veulent pas. Et tu vois, c'est quand toi t'es de l'extérieur, c'est difficile à accepter. T'as envie de dire mais bouge-toi. Et puis la personne qui n'arrive pas à bouger, c'est difficile aussi de se dire mais j'y arrive pas en fait. Et je sais même pas comment te l'expliquer. Et peut-être que tu viens juste valider le fait que vraiment c'est pas du cinéma. Non, c'est pas du cinéma. C'est pas du cinéma. Quand on est dans une dépression clinique diagnostiquée, on n'est pas dans du cinéma. Puis là, c'est difficile à dire si, la personne, est-ce que c'est parce que ça lui tente pas? Il peut y avoir plusieurs raisons, mais quand on est dans une dépression clinique diagnostiquée, c'est pas de la paresse, c'est pas un manque de motivation, c'est pas que ça lui tente pas. Puis une personne qui est dépressive, elle n'a pas besoin de se faire dire qu'elle est paresseuse. Parce que ça vient perpétuer l'invalidation constante qu'elle vit, puis elle va se sentir pire par rapport à elle-même. Si on a ce discours-là envers cette personne-là, c'est pour ça que je disais tantôt, dans une validation, puis
Pas dans une validation de « j'accepte tout, on fait rien, reste là et reste dans ton canapé et pleure ». C'est dire ben, « je sais que ça va pas bien. Je sais que c'est difficile en ce moment. Je sais que tu souffres. Je le vois. Je compatis avec toi. Puis moi, je veux t'aider. Puis je suis là pour toi. Puis comment je peux t'aider en ce moment? » Puis c'est pour ça qu'on se disait, bon, toutes les habitudes de vie, des fois, c'est d'avoir quelqu'un avec qui on le fait. C'est plus le fun. En tout cas, c'est moins demandant. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, bon, ben lundi à midi, on va aller prendre une marche. Ça fait que c'est pas la personne qui a à le planifier. Éventuellement, dans le processus de rétablissement, il va falloir qu'elle prenne cette responsabilité-là de dire, bon, je prends ma guérison, mon processus en main, mais au début, d'avoir quelqu'un qui le fait avec elle, je pense que c'est quelque chose qui peut être très, très aidant. Et souvent, c'est combiné. Je ne sais pas si on a le temps ou l'anxiété. Souvent, c'est accompagné d'anxiété. Et ça aussi, c'est difficile à comprendre, les gens qui souffrent d'anxiété, devant une tâche qui nous a l'air simple, mais la personne, elle est comme paralysée. Et peut-être nous donner quelques symptômes d'anxiété aussi, parce que souvent, ça travaille malheureusement ensemble. Bien, il y a une très grande comorbidité entre la dépression et l'anxiété. Souvent, on parle de troubles anxio-dépressifs. Voilà. Parce qu'on les voit beaucoup ensemble. Puis en effet, l'anxiété et la dépression, si je ne sens pas que je peux faire les tâches, ça se peut que je devienne anxieux à l'idée de faire la tâche par la suite. Puis l'anxiété, je pense que tu l'as bien écrit, c'est comme un sentiment de paralysie que la personne peut ressentir. Moi, je parle beaucoup, j'utilise pas souvent le mot anxiété dans mes suivis, je vais beaucoup plus parler de peur. Parce que pour moi, l'anxiété, c'est une personne qui est terrorisée. À l'idée de faire une tâche, à l'idée d'être jugée par les autres, à l'idée de ne pas être parfaite, à l'idée de ne pas bien réussir. Moi, je parle beaucoup justement de cette peur-là, puis les gens souvent disent « Hey, mais j'avais jamais pensé à ça comme ça. » Mais ça me parle, parce que je me sens terrorisée. Puis moi, je fais souvent le lien avec « je me sens pas en sécurité. Je me sens pas en sécurité avec moi-même, d'une certaine manière. Je me fais pas confiance de faire certaines choses. J'ai pas confiance peut-être au monde autour de moi. J'ai pas confiance dans mes collègues de travail, dans mon employeur, que si, par exemple, je fais une erreur, ben ils vont me garder ou ils vont m'accepter quand même. Ou l'anxiété de performance. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui luttent contre et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les jeunes? Les jeunes, c'est pas juste des jeunes, mais dans la société, de tout ce qu'on a, les réseaux, tout ça, pour beaucoup, ça crée de l'anxiété de performance. Oui, puis tu sais, on se disait, l'anxiété, c'est de la peur. Ça peut être la peur de ne pas réussir à faire ce que je veux dans la vie, la peur de comment mes parents vont réagir si j'ai pas 95 %. Puis on est dans une société de performance qui prône beaucoup la performance, les hautes études. Bon, je suis pas bien placée pour en parler, mais mais on est dans une société qui met beaucoup ça de l'avant. Puis, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on voit plus chez les jeunes, je vais dire beaucoup plus chez les ados. C'est la population qu'on va voir que les taux d'anxiété de performance sont parmi les plus élevés chez les ados aujourd'hui, en 2024, 2025 maintenant. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait pour les aider, ces jeunes-là? Je pense que les jeunes, qu'ils ont besoin d'entendre que leurs parents vont être là, même s'ils n'ont pas 95 ou 100 %. Je pense qu'ils ont besoin de se sentir aimés par leur famille, par leur entourage, par leurs amis. De dire, mais ma valeur ne dépend pas de ma note à l'école. Parce que je pense que souvent, c'est très associé. C'est très proche. Les gens disent, ben si je suis bon à l'école, ben c'est ça ma valeur, c'est ça mon identité maintenant. Moi, je me définis comme le bolé ou comme la bolée ou comme la meilleure de classe. Alors qu'on est beaucoup plus que simplement ça. Puis ça vient chercher beaucoup le niveau identitaire, je trouve, l'anxiété de performance. Fait que je pense que les proches ont besoin de montrer qu'ils les aiment, mais aussi que c'est correct de faire des erreurs. Qu'il n'y a personne qui est parfait. Puis ça peut être de parler à ses enfants de ses erreurs ou à nos amis Moi, j'ai vu, quand on met de la vulnérabilité de l'avant, à quel point les relations deviennent encore plus proches, encore plus de proximité. Puis les gens voient, mais t'es pas parfaite. J'ai pas besoin de mettre ce front-là que moi aussi, je suis parfaite puis que tout va bien dans ma vie puis que je réussis. Ça crée un... Ah, pardon. Non, mais comme tu disais tout à l'heure, le mot sécurité, ça crée justement un climat de sécurité. Puis je pense qu'une des manières dont on peut aider les gens, c'est aussi en leur faisant comprendre, tu es en sécurité, tu peux faire tomber le masque avec moi. Puis surtout avec les jeunes, on en parlait...
Puis les réseaux sociaux, Les des choses réseaux, comme ça, où on va surtout c'est ça. toujours vouloir montrer que tout va bien, mais C'est ça. combien on en voit qui montrent qu'ils vont bien, puis d'un coup, ils vont faire un post en disant, mais en fait, je vous ai montré ça, mais derrière, je suis en dépression, blabla. Fait que de savoir aussi créer ce climat de sécurité pour dire, ben, si tu vas pas, tu peux aussi venir me voir, puis je te jugerai pas, tu te sentiras bien, que ce soit en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que frère ou sœur. Quand on voit qu'il y a des symptômes comme ça, de savoir tout de suite prendre les devants et de te mettre en sécurité, tu as le droit de faire tomber le masque, puis je vais t'accueillir quand même de cette manière. Puis avec les réseaux ou dans nos églises ou peu importe le milieu, je pense que si on revient à être authentique et vulnérable, les gens, ils se font tellement des modèles qu'elle est comme ça, ou sur son compte Instagram est comme ça, ou une prédicatrice, ou des émissions de télé. Tu vois, ce qui est beau dans la table avec Annabelle, on va parler de nos revers, on va parler de... Et ça je pense, Docteur Laprade, que ça fait tomber le fait que je dis, OK, ça m'enlève du poids parce que regarde, elle que j'admire, cette personne-là, ben, elle aussi a fait des erreurs ou elle aussi. Et ça, on est tellement dans une société de paraître, de performer. Puis en fait, on est à côté de la plaque. Puis les gens, ils ont juste besoin de se sentir acceptés dans leur vulnérabilité, dans leurs échecs. Ils sont anormaux. Oui. Vraiment qu'ils sont normaux. Normaux. Ouais. C'est une Personne normale. performe tout le temps dans la vie, là, tu vois, c'est ça. Oui, puis un des besoins psychologiques fondamentaux, c'est le besoin d'affiliation. J'ai besoin d'avoir des amis. J'ai un besoin d'intimité émotionnelle avec les gens autour de moi, mes parents, mes amis, ma famille, peut-être même certains collègues, des gens à l'Église aussi. Puis je trouve que c'est ça la force de l'Église aussi, c'est que ça crée une communauté, puis que les gens s'affilient les uns aux autres. C'est pour ça que les gens qui vont à l'Église, les études le démontrent, ont plus d'espoir. Ah oui, hein? Oui. Les études démontrent que... Je lisais une étude de Harvard Health qui disait que les gens qui vont à l'Église, qui ont la foi, il y a beaucoup moins de décès par désespoir qu'ils appelaient. Donc, par suicide, mais par consommation d'alcool, de drogue. Les statistiques sont vraiment plus faibles pour les gens qui vont à l'Église. Et même pour la prière, hein, plus les gens qui prient, il y a des ondes du cerveau, tout ce qu'on parlait, les neurotransmetteurs sont plus activés quand tu pries. Donc, le Seigneur, il savait quand il nous a dit de prier. Tu vois, bien sûr, il y a les bienfaits de la prière, mais même au niveau neurologique, il y a des bienfaits. Absolument. Absolument. Une combinaison de tout, de sport, d'alimentation, de prière, d'un climat finalement sécuritaire, c'est ça, émotionnel. Oui, puis j'aimerais rajouter, il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu ça dans le passé, qui n'ont peut-être pas grandi dans ces environnements-là, avec des bonnes habitudes de vie, des parents sains, une famille qui est saine, qui les aime, qui les accepte. Par contre, je pense qu'il n'est jamais trop tard. C'est sûr que ça va être difficile pour ces gens-là de mettre ça en place dans leur vie parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas connu. C'est nouveau pour eux, c'est inconnu. Mais par contre, je pense que c'est possible de mettre ces choses-là en place. Je pense que il n'est pas trop tard pour personne de mettre ça en place. Mais ce que j'aimais, c'est que tu disais un petit pas. Je pense que c'est un bon conseil aujourd'hui. Ouais. C'est quoi le petit pas que tu peux faire aujourd'hui? Et en fait, d'un petit pas à un autre, ça fait un grand bout de chemin. Ouais. Mais merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Et on ne peut terminer cette émission en vous encourageant à mettre votre foi en Jésus-Christ et à pouvoir aussi chercher votre espoir en lui. Parce que dans notre monde, tout change rapidement. Nous-mêmes, on change rapidement. Les circonstances peuvent changer. On n'a pas le contrôle non plus sur les gens. Donc, on ne peut pas baser notre bonheur, on ne peut pas baser notre équilibre sur ce que les autres feront demain. Et du coup, on ne peut se baser que sur Jésus-Christ qui ne change pas. Alors, je vous encourage à mettre vos yeux sur lui, à vous confier en lui et à vous laisser combler par lui, par sa présence et à vous rappeler qu'il est l'espoir et qu'il y a un espoir, que ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, c'était peut-être une mauvaise journée. Peut-être que même toutes ces dernières années, c'était des mauvaises années. Mais on a reçu tellement de témoignages de personnes qui nous ont dit « Le Seigneur m'a relevé, il m'a relevé par sa parole. J'ai cru en sa parole et un jour, il m'a relevé et c'est possible, il va te relever. Il est celui qui relève l'âme abattue. Il est celui qui relève le juste. Il est celui qui relève celui qui a foi en lui. Donc, ne désespère pas. Vraiment, mets ta foi en Jésus-Christ. Il ne change pas et aujourd'hui, il veut, je crois, venir te faire du bien. Et si tu as besoin d'aller consulter parce
parce que tu t'es enfermé, parce que tu t'es dit non, il fallait juste que le Seigneur puisse me guérir comme ça instantanément. Le Seigneur suscite aussi des besoins, pas des besoins, mais des canaux autour de nous pour pouvoir apporter sa guérison. Et peut-être que tu as besoin aujourd'hui d'aller consulter. Va voir ton médecin, va demander une consultation, expose-lui tes besoins. Peut-être que tu as besoin aussi d'un arrêt de travail. Et cet arrêt de travail qui va te permettre de pouvoir prendre un pas de recul, de pouvoir passer du temps avec le Seigneur, de passer du temps à remettre de l'ordre aussi dans ta vie. On a parlé d'alimentation, de sommeil, d'exercice, mais tu es tellement submergé aujourd'hui que c'est impossible à faire. Et pour avoir cet arrêt de travail, tu as besoin d'aller consulter un médecin. Donc n'hésite pas à le faire. Ce n'est pas un manque de foi de le faire. On te le dit aujourd'hui, c'est de la sagesse. On met notre foi en Dieu, mais aussi on met notre foi en Dieu en appliquant la sagesse et le bon sens qu'il nous a donné. Donc merci beaucoup, les filles. Merci de m'avoir reçu. À susciter des sujets aussi intéressants. Vraiment, merci. Ouais, on a parlé de plein de choses cette semaine. Merci, plein de choses qui, je crois, vous équipent. Ouais, merci beaucoup, Frédéric. Docteur Frédéric. Au revoir, docteur Stéphanie. Au revoir, docteur Sandra. À vous tous, docteurs qui nous suivez. Bye bye.